Gérer soi-même, la science et la spiritualité, l'unité de l'esprit et le corps. La réalisation de nos buts et de nos connexions avec les autres commence avec une bonne gestion des relations corps et esprit. La valeur d'une personne est largement déterminée par l'unité de l'esprit et le corps, centrée sur les valeurs et l'amour qui sont actualisés dans notre vie. Notre esprit nous pousse à rechercher des valeurs plus élevées et l'amour. Mettre notre esprit à une tâche et le faire nécessite l'unité de l'esprit et le corps. Écouter pleinement l'autre prend l'unité de l'esprit et du corps parce que nous devons concentrer notre esprit, nos oreilles, nos yeux pour écouter pleinement et saisir le sens affiché dans le langage corporel de la personne que nous écoutons. Chaque existence a à la fois un caractère interne, un esprit et une forme externe, un corps. Ceux-ci sont liés l'un aux autres, donner et recevoir, comme cause et effet, interne et externe, et sujet et objet. L'esprit poursuit des valeurs transcendantes, tandis que le corps poursuit la satisfaction et la survie. Nos priorités sont fixées par la recherche des valeurs et de l'amour, par l'esprit. Cela détermine qui nous sommes et ce que nous faisons, tandis que le corps joue un rôle de soutien. Être efficace, réussir et être heureux est le résultat d'une bonne gestion de l'esprit et du corps. C'est ce que la psychologie nous a appris. Cependant, les traditions spirituelles ont également enseigné cela. Les fruits de l'esprit sont l'amour, la paix et la maîtrise de soi. Les neurosciences nous aident à comprendre la relation entre le cerveau, notre corps et l'esprit. Il existe 3 axes de recherche concernant l'interaction entre l'esprit et le cerveau. Premièrement, qui nous sommes, ce que nous faisons, notre personnalité et nos sentiments sont purement le résultat de mécanismes biochimiques dans le cerveau. Le libre arbitre n'existe pas. Les choix et les sentiments ne sont pas basés sur des intuitions, des inspirations ou la liberté. Ils sont basés sur des calculs effectués dans des mécanismes cérébraux. C'est une grande partie l'opinion courante en ce moment. Cela est partiellement vrai. Nos voies neuronales produisent des réponses automatiques qui sont qui nous protègent du danger et d'une foule d'autres fonctions que nous ne sommes pas conscients. Mais est-ce que cela raconte toute l'histoire de qui je suis? De nouvelles recherches montrent également que l'esprit a la capacité de façonner le cerveau en fonction de la poursuite des valeurs et objectifs fixés par l'individu. Les neuroscientifiques ont découvert que les neurones au cerveau participent à la formation d'habitudes. Lorsque nous participons à une nouvelle activité ou réflexion, nous entraînons notre cerveau à créer de nouvelles voies neuronales. Lorsque les activités, comportements, la pensée, les émotions associées au comportement se répètent, le chemin devient plus fort jusqu'à ce que le comportement soit la nouvelle norme. Nous codons, as in coding, littéralement notre cerveau. D'un point de vue spirituel, pour ceux qui sont intéressés, notre esprit et notre moi authentique sont antérieurs à la pensée ou le désir. Je veux découvrir le vrai moi. Notre vrai moi est découvert en dépouillant le désir, les concepts et la conscience de je ou de moi. Le bouddhisme appelle cet esprit la nature du Bouddha et est une grande partie de la pratique bouddhiste vis-à-vis sa réalisation. Alors, dans d'autres
autres religions comme le christianisme nous encouragent à rechercher le royaume de Dieu en nous. L'intelligence émotionnelle nous a appris que les personnes qui peuvent bien se connaître et maîtriser leurs impulsions pour un objectif important ont plus de succès et sont plus heureuses. La troisième position est que nous sommes le résultat à la fois des mécanismes biochimiques du cerveau, des impulsions corporelles et la capacité de l'individu à contrôler ses impulsions et façonner son caractère. La science à ce sujet n'est pas encore définitive et beaucoup est encore inconnu. Dans la pensée de l'unification, toute chose interagissent. Et dans cette interaction, le sujet et l'objet s'influencent mutuellement. C'est le principe de don et de réception, de donner et de recevoir. Dans ma thèse, j'ai utilisé ce principe pour comprendre la relation entre les humains et la technologie et leur influence sur l'autre. La question que j'ai étudiée est: lequel joue le rôle le plus important dans la conduite des comportements humains lorsqu'ils utilisent la technologie? Les valeurs humaines ou l'influence de la technologie? C'est la question clé que Marx a posée aussi. Nous pouvons répondre à cette question une fois que nous acceptons que le sujet et l'objet s'influencent mutuellement. Les deux peuvent être soumis par rapport à leur influence selon les circonstances. Maintenant, le dernier sujet couvert aujourd'hui. Lorsque nous faisons quelque chose qui nous intéresse beaucoup, les heures passent facilement. Nous sommes dans un état de pleine conscience. La psychologie a étudié le concept de flow à la profondeur. Dans cet état de pleine conscience ou de flow, mon esprit est pleinement impliqué dans une tâche et mon corps est détendu. La pleine conscience est un état d'esprit et d'unité corporelle axé sur un but qu'on veut. Les athlètes en état de flow décrivent cela comme être dans la zone, où l'excellence devient sans effort. C'est un état d'être détendu, mais très concentré. La première méthode pour entrer dans un état de pleine conscience ou mindfulness est de se concentrer sur une chose à la fois et de vivre dans l'instant présent. C'est l'opposé d'être anxieux et agité, émotionnellement élevé et empêché de s'écouler. Un esprit errant est un esprit malheureux. Le bouddhisme et la psychologie nous a appris cela. Ceux qui pratiquent la méditation ou la prière savent bien que l'esprit erre, comme un singe sautant d'un arbre à un autre. Lorsque nous avons une méditation ou une prière ciblée, nous ressentons le divin en nous-mêmes. La deuxième méthode consiste à changer notre perception des événements et de lâcher prise. Cette pratique est associée à la psychologie et la spiritualité. Le non-attachement nous permet d'accepter ce qui est et d'être ouvert à d'autres possibilités. Les malentendus que nous créons sont souvent des interprétations erronées associées à des désirs qui ne sont pas bons pour nous. Ça veut dire que pour avoir la paix intérieure, l'unité entre l'esprit et le corps, je dois prendre conscience de mon besoin d'approbation, par exemple. Quand j'ai prendre conscience de mes propres problèmes, j'ai dû prendre conscience de mon besoin d'approbation des autres avant de pouvoir abandonner cet attachement. L'arrêt de ma souffrance ou le manque de paix est survenu lorsque j'ai renoncé à ce besoin. Alors que je me libérais de cet attachement, je pouvais aussi être plus tolérant envers moi-même et les autres et percevoir les autres différemment, non comme des menaces, mais comme des collègues. Cela m'a permis d'être plus présent dans l'instant
et d'écouter les autres, d'être dans l'instant, au lieu de penser à ce que j'allais dire pour obtenir l'approbation des autres. Le bouddhisme enseigne que l'absence de malentendus est l'état naturel de l'esprit, un esprit paisible. La perception signifie également que les événements sont stressants selon la façon dont nous les percevons. Est-ce que c'est la pensée, les sentiments ou les événements qui provoquent le stress? Notre attitude ou notre attitude à leur égard? Participer à une réunion pour impressionner les autres est stressant. Cependant, si on abandonne le besoin d'impressionner, le niveau de stress diminue et nous pouvons même profiter de la compagnie des autres et être dans l'instant. Si nous ne sentons pas chez nous, en nous-mêmes, nous ne pouvons pas se sentir chez nous dans le monde. La troisième méthode, c'est la maîtrise de soi. Pour atteindre un état de pleine conscience, il faut avoir la maîtrise de soi. Être capable de maîtriser ses impulsions corporelles dans la poursuite de valeurs et d'objectifs qui sont importants pour nous est un aspect essentiel de l'intelligence émotionnelle. Les traditions spirituelles aussi reconnaissent l'importance de la maîtrise de soi afin d'être en paix à l'intérieur. Un autre aspect des relations esprit et corps tendues, si vous voulez, le conflit, est le conflit entre les valeurs que j'ai et le comportement de mon corps. Cela nous fait également ressentir de l'anxiété ou même la colère. Nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes. J'ai réalisé que lorsque je suis en colère, c'est souvent parce que je n'ai pas respecté mes propres valeurs. Je suis en colère avec moi-même. Je suis déçu ou même en colère contre moi-même. Il n'y a pas de paix si je suis en guerre contre moi-même, en guerre avec qui je veux être et comment je me comporte. Finalement, la quatrième méthode est peut-être la plus importante pour amener notre esprit et notre corps dans l'unité et l'expérience de l'amour. Et pour ceux qui sont inclinés spirituellement, l'amour de Dieu. La pleine conscience dans le bouddhisme signifie être présent et conscient, mais aussi cultiver un cœur d'amour sans limite envers tous les êtres. Réflexion finale, j'espère encourager les gens à donner la priorité à leur quête de sens et de connexion par rapport à leurs activités. Merci pour votre attention.